Bonjour à tous. Alors, merci à l'Institut européen de l'expertise et de l'expert pour cette invitation, à son président, à Madame Sillon pour l'organisation de cet événement. Donc, je me présente, je m'appelle Nathalie Fossa, je suis directrice du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions qu'on appelle le FGTI. Et j'occupe cette fonction depuis 2008. Précédemment, j'étais avocat au barreau de Paris. Donc, depuis 2008, j'ai assisté à la montée du terrorisme, principalement, enfin des actes de terrorisme commis principalement sur le territoire français, puisque on a toujours été confronté aussi à des actes de terrorisme qui faisaient des victimes françaises à l'étranger, mais je reviendrai sur le champ d'intervention du Fonds de garantie des victimes en matière de terrorisme. En préambule ou en introduction, peut-être vous expliquer l'originalité et le pourquoi du modèle français, puisque, à ma connaissance, ce fonds de garantie est assez unique. Et quand on regarde dans d'autres pays, notamment en Europe, les victimes d'actes de terrorisme sont prises en charge par des services, soit du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice. Mais en tout cas, on ne trouve pas forcément d'homologue à l'étranger du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions. En réalité, donc depuis une loi de 1977, la France s'était dotée d'un dispositif d'indemnisation pour les victimes d'infractions au sens large, c'est-à-dire que la loi ne distinguait pas selon qu'il s'agissait d'une infraction de droit commun ou bien d'un acte de terrorisme. Ce dispositif avait un inconvénient, c'est qu'il n'intervenait que si la victime pouvait justifier ne pas obtenir une indemnisation autre. Donc c'était un régime subsidiaire. C'était un régime sous condition de ressources. Au-delà d'un certain plafond de ressources, la victime, même si les faits étaient très graves et son préjudice très important, ne pouvait pas être indemnisée. Et par ailleurs, l'indemnisation était plafonnée. Donc, même avec un préjudice très grave, là aussi, une indemnisation plafonnée. Et à l'époque, c'était l'État qui allouait les indemnités, qui payait les indemnités allouées par les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions. Dans les années 1980, la France est confrontée à une vague d'attentats sur son territoire, avec de nombreuses victimes. Je pense notamment à l'attentat de la rue de Rennes, mais il y en a eu d'autres. Donc émerge, on va dire, une revendication pour une meilleure indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, avec, on va dire, une figure tutélaire de la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme en France, qui est Madame Françoise Rudetsky, elle-même victime d'un attentat, et qui va donc militer pour la mise en place d'un dispositif d'indemnisation plus satisfaisant pour les victimes d'actes de terrorisme. On est dans les années 1980, et pour les juristes français, il y a une loi qui est très connue, c'est la loi de 1985, qu'on appelle la loi Badinter, qui est une loi pour améliorer et accélérer l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. C'est un dispositif qui était assez novateur, puisque au lieu de fonder l'indemnisation sur un mécanisme de responsabilité, cette loi fonde l'indemnisation sur la notion d'implication du véhicule, donc ce qui permet une prise en charge plus favorable aux victimes dès lors que le véhicule est impliqué. L'assureur du véhicule doit indemniser. Et on ne regarde plus forcément la responsabilité du conducteur du véhicule. Il existait aussi dans le paysage, on va dire, de l'indemnisation française, depuis 1951, un fonds de garantie automobile
qui venait indemniser les victimes d'accidents de la circulation quand il n'y avait pas d'assurance. Bien que l'assurance soit obligatoire, il y a encore des gens qui roulent sans s'assurer. Ou quand le responsable de l'accident avait pris la fuite, un délit de fuite, absence d'identification du responsable, et donc on n'arrive pas à trouver l'assureur qui doit indemniser. Donc il y avait ce fonds de garantie automobile qui indemnisait les victimes d'accidents de la circulation en cas de délit de fuite ou de défaut d'assurance. La loi qui prévoit l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, alors il y a des choses qui ont un tout petit peu changé ces dernières années, mais globalement l'économie du système n'a pas changé. Donc la loi est du 9 septembre 1986. À l'origine, c'était une loi de répression, une loi qui modifiait le code de procédure pénale. Et donc Françoise Rudetsky, à la tête de l'association SOS Attentat, a obtenu par un amendement du gouvernement l'ajout dans cette loi de la création du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme. Donc c'est la naissance en fait du FGTI, c'est le premier acte, c'est le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme qui va être dans son identité et dans le mode de fonctionnement de l'indemnisation très fortement inspiré en fait de ce qui était déjà prévu pour les victimes d'accidents de la circulation. Alors c'est vrai que quand on regarde ça maintenant, on peut se dire c'est un peu étonnant de se dire qu'on indemnise les victimes d'attentats comme des victimes d'accidents de la circulation. Alors c'est pas vraiment la réalité, mais le dispositif a quand même été très fortement inspiré de ce qui existait. Le FGAT, donc Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme, est inventé un peu à l'identique du Fonds de garantie automobile, et la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme s'inspire très très fortement donc, de la loi Badinter avec ce qu'on appelle la procédure d'offre. Enfin, toutes les initiatives reposent essentiellement sur celui qui va indemniser pour réduire au minimum les démarches, on va dire, que la victime doit faire pour être indemnisée, mais on y reviendra. Donc, inspiration en termes de structure, inspiration en termes de procédure, et puis aussi inspiration en termes de financement. Le fonds de garantie automobile est financé par un prélèvement sur les contrats d'assurance de responsabilité civile automobile. Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme, donc la loi prévoit qu'il est financé par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens. Donc ça n'a pas changé. Toutes les personnes qui, en France, s'assurent, notamment qui assurent leur domicile ou qui assurent même leur véhicule quand on prend une assurance tout risque, contribuent au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et aujourd'hui et autres infractions. Alors aujourd'hui, le prélèvement est de 6,50 € par contrat, ça a évolué dans le temps. Et la Cour de cassation considère qu'il s'agit d'un financement de solidarité nationale. L'indemnisation repose sur un mécanisme de solidarité nationale. Donc globalement, tous les assurés en France contribuent à alimenter le fonds d'indemnisation des victimes. Ceci explique que la plupart en fait, des textes régissant l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme se trouvent non pas dans le Code de procédure pénale, comme on aurait pu éventuellement l'imaginer, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui se trouvent dans le Code des assurances. Puisque, voilà, historiquement, il y a cette empreinte assurantielle et ce financement assurantiel. De ce que je sais à l'époque, il avait été potentiellement envisagé que ce soit une indemnisation par l'État, mais du point de vue des représentants des victimes, et notamment de Madame Rudetsky, l'idée était que le juge judiciaire était plus généreux, ou mieux disant en tout cas que le juge administratif, et que par ailleurs, une procédure étatique risquait de ne pas être assez rapide. Et elle a notamment elle-même poussé pour cette inspiration, on va dire, du droit des assurances pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme.
Je vais vous donner quelques chiffres d'activité, comme ça après on sera débarrassé de ces sujets de chiffres. Donc en 2023, le fonds de garantie a réglé plus de 550 millions d'euros aux victimes d'infractions de droit commun, près de 55 millions d'euros aux victimes de terrorisme et 38 millions d'euros, on va dire, aux personnes qui ont saisi le SARVI. Puisqu'en réalité, créé pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, le fonds de garantie a vu ensuite ses missions élargies. En 1990, à l'indemnisation des victimes d'infractions de droit commun devant la CIVI. Je vous ai dit, loi de 1977, il y avait un dispositif d'indemnisation. Et donc, en 1990, la charge, on va dire, de régler les indemnités allouées aux victimes d'infractions de droit commun est transférée au fonds de garantie, qui devient à ce moment-là le FGTI, avec une forte amélioration du sort des victimes, puisque pour les infractions les plus graves, il s'agit d'une réparation intégrale sans condition de ressources. Et en 2008, il y aura un ajout, une troisième mission, qui est une aide au recouvrement des dommages et intérêts alloués par le juge pénal aux victimes d'infractions. Donc ça, c'est pour les victimes qui ont des petits préjudices, ou en tout cas qui n'ont pas des préjudices d'atteinte à la personne, puisque sinon le dispositif de réparation intégrale est évidemment mieux disant et plus intéressant pour les victimes. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Parce que je ne vais pas parler toute seule pendant 3 quarts d'heure. Donc... Non, c'est clair? Ou il y a besoin de préciser? Non? Bon. Alors, on continue. Donc, la loi prévoit que le fonds de garantie indemnise les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, donc toutes les victimes des attentats commis en France, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur lieu de séjour, vont être prises en charge, et que le fonds de garantie donc français indemnise aussi les victimes de nationalité française à l'étranger, avec une précision, et c'est là où c'est un peu plus large, on va dire, que pour les victimes d'infractions de droit commun, ainsi que les ayants droit des victimes françaises à l'étranger, quelle que soit la nationalité des ayants droit. C'est-à-dire que, je sais pas, un Chinois qui serait ayant droit d'une victime française, victime d'un attentat en Allemagne, par exemple, serait éligible à une indemnisation par le fonds de garantie français. Ensuite, concrètement, comment ça se passe? Alors, le texte prévoit que dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République, donc ça maintenant aujourd'hui c'est le parquet national antiterroriste, ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente, donc concrètement c'est le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères, informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. Le texte prévoit aussi que toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut également saisir directement le fonds de garantie. Donc, en principe, il y a une liste établie par les autorités, mais cette voie d'accès à l'indemnisation n'est pas limitative, puisque toute personne qui s'estime victime peut donc solliciter le fonds de garantie. Sur la détermination de qui est victime et de qui ne l'est pas, ou en tout cas qui est victime indemnisable au sens de la loi de 1986 ou qui ne l'est pas, il y a encore beaucoup de discussions, puisqu'il y aura une intervention tout à l'heure de M. Grignon-Dumoulin sur ce sujet, puisqu'on attend un arrêt de la Cour de cassation. Mais le fait qu'il y ait eu des attentats de grande ampleur en 2015 et en 2016, en tout cas, a rendu
le sujet plus complexe pour tout le monde, pour les personnes qui s'estiment victimes, pour les associations d'aide aux victimes, pour les avocats qui les conseillent et aussi pour le fonds de garantie qui est sollicité en première intention, hein, puisque c'est une procédure amiable, et au-delà de cette liste des autorités, en fait, c'est un peu au fonds de garantie qui incombe la responsabilité de décider à qui il va dire oui et à qui il va dire non en termes de droit à indemnisation. Alors, on y reviendra, il y a un recours au juge, mais la procédure a vraiment été conçue dès l'origine pour être une procédure de nature amiable. Donc, toute personne qui s'estime victime ou une personne dont le nom va être sur la liste notamment de l'autorité judiciaire va être en relation directe avec le FGTI. Sa demande ne passe pas systématiquement par l'office du juge. C'est ce que je disais globalement, cette notion de liste des victimes établie par le parquet, pour faire simple, ça a bien fonctionné jusqu'aux attentats du 13 novembre 2015, où là, on a quand même été confronté à un certain nombre de difficultés, puisque le texte dit qu'on informe le fonds de garantie sans délai, mais en réalité, vous imaginez bien que la constitution de la liste, on va dire consolidée, des victimes des attentats du 13 novembre 2015, ça a pris plusieurs mois. Hein. Moi, je recevais tous les vendredis soirs la mise à jour de la liste. On peut comprendre que ça ait pris du temps. Alors évidemment, les personnes physiquement blessées ou les endeuillés proches de victimes décédées, ça, je veux dire, globalement, le recensement est relativement rapide et aisé, mais dès lors qu'on prend en charge aussi ce qu'on va appeler les blessures psychologiques ou les blessures invisibles, eh bien, l'identification et le recensement des victimes posent de plus grandes difficultés. L'autre difficulté aussi à laquelle on a été confronté, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que sur cette liste du parquet pouvaient figurer des noms de personnes qui étaient en réalité des fausses victimes. Donc, alors là, pour que les choses soient claires, il y a des personnes qui, de bonne foi, s'estiment victimes et que le fonds de garantie ne va pas accepter, en tout cas amiablement, d'indemniser, puisque là, on va être sur un débat de la frontière entre ce qui est une victime et ce qui est un témoin. Il y a des gens qui ont vu des choses, qui peuvent en avoir été fortement remués, hein, on peut le comprendre, mais ce que la Cour de cassation, dans un arrêt, appelle le témoin malheureux, qu'on ne va pas considérer comme victime indemnisable. Donc ça, évidemment, ce n'est pas des fausses victimes, c'est des gens qui éprouvent un préjudice et en demandent réparation. Mais à côté de ça, il y a des gens très, très cyniques qui viennent dire « je suis victime de tel attentat » et qui n'étaient pas du tout sur les lieux au moment où ça s'est passé. Un des cas les plus emblématiques, ça s'est passé à Nice. Hein, c'est un couple qui déjà avait obtenu une indemnisation en disant avoir été au Stade de France, ce qui s'avérera ensuite faux, et puis qui était effectivement partie vive sur la Côte d'Azur. Et au moment où l'information de l'attentat du 14 juillet à Nice est connue, prennent leur voiture depuis Cannes pour venir à Nice se présenter à la commission des urgences médico-psychologiques, alors avec 2 ou 3 amis en plus, hein, tant qu'à faire, en disant, voilà, on est victime de l'attentat. Ça s'est mal fini hein, pour eux, devant le tribunal correctionnel de Grasse. Voilà, il y a eu des peines de prison ferme. Il y a une forte répression sur ce sujet, mais alors c'est pas le seul cas, hein, il y en a d'autres. Donc j'évoque celui-là parce qu'on est à Nice et qu'il est assez emblématique. Mais donc ce sujet en fait des fausses victimes, oui, a posé un problème sur l'établissement de la liste et les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire avait la capacité de vérifier quand quelqu'un disait « j'étais là », si la personne était présente ou pas. Hein. Il y avait on va dire, un petit contrôle de cohérence, mais alors quand on a détecté des incohérences, on a pu, moi j'ai pu suggérer notamment au parquet de faire des investigations complémentaires, mais en tout cas voilà, donc c'est un sujet complexe.
Et même quand on aura un critère très très clair qui nous dira qui est victime et qui ne l'est pas, le sujet notamment de l'attentat en milieu ouvert et du recensement effectif des victimes et de sa mise en œuvre va rester un sujet complexe. Mais en tout cas, il y a eu plus d'une vingtaine de condamnations devant le tribunal correctionnel de fausses victimes, avec un cas aussi très emblématique d'une fausse victime qui s'était fait embaucher comme permanente d'une association de victimes à Paris et qui a elle-même, on va dire, trompé les vraies victimes et qui là l'ont vraiment mal vécu. Ça a fait l'objet d'un livre et d'une petite série télévisée d'ailleurs. Voilà. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on a vraiment découvert avec les attentats de grande ampleur et qui est un problème qu'il faut aussi qu'on ait en tête, avec cette difficulté de ne pas avoir l'air de trop mettre en doute ce que nous disent les gens qui sont de bonne foi, et pour autant de le concilier avec un objectif de vigilance face à ce qu'on va appeler un risque de fraude. Donc ce dispositif qui dit que dès la survenance d'un acte de terrorisme, voilà, le fonds va être informé sans délai, on en a un peu touché les limites. Et donc aujourd'hui, la liste des victimes n'est pas seulement à la main de l'autorité judiciaire, puisque l'instruction notamment l'instruction sur la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme prévoit en fait plusieurs strates, on va dire, de constitution de la liste. Donc le parquet aujourd'hui a le monopole, si je puis dire, de l'établissement de la liste des victimes décédées, puisqu'il y a une procédure aussi, puisqu'il y a parfois des sujets d'identification. Le ministère de la Santé doit fournir la liste des personnes hospitalisées et ensuite toutes les autres personnes s'adressent directement au FGTI qui accepte la prise en charge ou qui la refuse. Et en cas d'acceptation par le FGTI, eh bien, la victime a son nom inscrit sur ce qu'on appelle la liste partagée. Ce qui fait donc, oui, peser une forme de responsabilité sur le FGTI dès lors qu'il ouvre un droit à indemnisation à quelqu'un, puisque va en découler les autres prises en charge qui résultent de la loi, mais donc une prise en charge dérogatoire par la sécurité sociale pour les soins imputables à l'attentat, le statut de victime civile de guerre ouvert auprès du ministère de la Défense, et puis d'autres, alors je ne vais pas dire d'autres avantages, mais d'autres aspects de la prise en charge, comme la médaille de reconnaissance aux victimes du terrorisme, et puis potentiellement certains avantages fiscaux également. Donc, aujourd'hui, oui, il y a une tension, on va dire, qui potentiellement, après un attentat de grande ampleur, peut s'exercer sur le FGTI, sur la réponse qu'il va apporter à certaines demandes. Donc face à ça, il n'est pas complètement tout seul, puisqu'il y a un juge spécialisé depuis 2019, qui est le juge de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, qu'une personne s'estimant victime, n'ayant pas obtenu amiablement une prise en charge, va pouvoir saisir. Donc, en fait, c'est le tribunal judiciaire de Paris qui a une compétence nationale. Et donc après, on est dans une vraie procédure judiciaire avec des avocats, le contradictoire, un jugement susceptible d'appel et un arrêt d'appel susceptible de pourvoi en cassation. On est vraiment passé dans une phase complètement judiciaire avec toutes les garanties que ça apporte aux parties. Donc, on va reprendre quand même ce qui se passe quand ça se passe bien et quand c'est la procédure amiable, hein, puisque quand même dans la majorité des cas, l'indemnisation est amiable et que le juge n'est amené qu'à voir qu'une petite partie des procédures d'indemnisation.
Donc le texte prévoit que dans le délai d'1 mois à compter de la demande qui lui est faite, le fonds de garantie est tenu de verser une ou plusieurs provisions à la victime. Donc évidemment, ça suppose qu'on se soit assuré de la réalité du statut ou de la qualité de victime de la personne qui demande, mais en tout cas, ça peut permettre d'aller très vite. Ça permet même vraiment dans les jours qui suivent l'attentat de régler des provisions, éventuellement de payer directement les frais d'obsèques aussi pour les endeuillés qui, comme ça, sont déchargés de ce souci. Je sais qu'à fin 2015, on avait réglé 12 millions d'euros déjà de provisions aux victimes des attentats du 13 novembre. Donc ce qui veut dire que, et c'est là où je pense que le choix d'un dispositif plus privé que public montre quand même aussi l'efficacité dans la capacité à décaisser rapidement de l'argent, puisqu'on n'est pas soumis aux obligations d'un comptable public qui, en général, a plutôt tendance à ralentir, on va dire, les choses. Donc, voilà, il y a une efficacité, on va dire, certaine. Donc, une ou plusieurs provisions. Pourquoi ? Parce que l'indemnisation d'une victime, et notamment d'une victime gravement blessée, ça va pouvoir prendre beaucoup de temps. Alors, je suis désolée, parce qu'il y a des juristes et des moins juristes dans la salle, et des spécialistes du dommage corporel et des moins spécialistes. Mais il y a une notion qui est importante pour l'indemnisation du dommage corporel, c'est ce qu'on appelle la consolidation, qu'on évoque aussi un peu comme l'arrêt des soins utiles. En tout cas, c'est le moment où l'état de la victime, ou de la personne concernée, en tout cas, ne va plus s'améliorer. Donc, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a une blessure à la jambe et qui boite, et ben c'est le moment où on sait que de façon définitive, toute sa vie, il va boiter. Enfin, voilà, pour prendre un exemple un peu parlant, c'est ça la consolidation. Et tant qu'il n'y a pas cette consolidation, qui va être constatée par un médecin, hein, là on est dans le juridique, mais on est aussi dans le médical, dans le médico-légal, tant que cette consolidation n'est pas acquise, eh bien il va falloir attendre pour ce qu'on appelle liquider le préjudice de la victime, c'est-à-dire évaluer définitivement le montant d'indemnisation qui revient à cette victime, puisqu'on a en France ce qu'on appelle la nomenclature d'Intillac, donc qui détaille une liste de postes de préjudice. Donc en fait c'est comme un catalogue de préjudice, si je puis dire, mais dont la finalité est de pouvoir apprécier le plus finement possible l'indemnisation revenant à une victime. C'est ce qu'on appelle l'individualisation du préjudice. On est dans de la réparation intégrale, donc il faut prendre en compte tous les préjudices. Donc il y a les préjudices avant consolidation, il y a les préjudices après consolidation, qui sont quelque part, on va dire, les séquelles, hein, les préjudices que la victime va subir toute sa vie. Et puis, il y a cette scission avant-après consolidation. Et puis, il y a par nature de postes de préjudice, il y a les postes de préjudice patrimoniaux et les postes de préjudice extra-patrimoniaux. Les postes de préjudice patrimoniaux, par exemple, c'est la personne ne pourra plus travailler, il faut compenser tous les salaires qu'elle aurait gagnés et qu'elle n'aura plus. C'est ce qu'on appelle les pertes de gains professionnels futurs. Ça, c'est du préjudice patrimonial. Si elle a besoin d'une assistance par une tierce personne, dans les cas les plus lourds aussi, ça, c'est du préjudice patrimonial. À côté de ça, il y a le préjudice extra-patrimonial qui va être les souffrances endurées, le déficit fonctionnel... Alors, souffrance endurée, c'est avant consolidation. Et déficit fonctionnel permanent, qui correspond en fait à des séquelles. Donc là, c'est en pourcentage. Par exemple, si quelqu'un a 20% de déficit fonctionnel permanent, ça veut dire que médicalement, on considère qu'il ne lui reste que 80% des capacités qu'elle avait avant l'attentat. Voilà. Est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est clair. Enfin, il y a ceux qui connaissent déjà, et puis... Donc, tout ça pour dire que parfois la consolidation, ça peut prendre du temps. Hein. On a notamment, je pense à quelques victimes des attentats du 13 novembre 2015 qui ne sont toujours pas
consolidée, hein, une personne notamment qui a pris des tirs de Kalachnikov dans le visage et qui a déjà subi de multiples opérations. Donc on ne peut pas encore fixer définitivement le préjudice. En revanche, on peut faire une appréciation, on va dire, prévisionnelle de ce que sera le préjudice définitif. Et puis évidemment, ne pas laisser la personne sans indemnisation pendant des années parce que son état n'est pas consolidé. Donc c'est à ça aussi que répond cette obligation de verser des provisions. Je vous ai parlé d'examen médical. Alors ça, je pense que ça a déjà été abordé hier par des médecins. Donc le fonds de garantie doit mettre en place l'expertise de la victime. Et depuis la loi de 2019, alors on est toujours dans une procédure amiable, mais il y a eu une forme de judiciarisation de l'expertise, notamment à la demande des représentants des victimes et des avocats qui considéraient qu'un expert désigné par le fonds de garantie était un peu l'expert du fonds de garantie et ne présentait pas les qualités d'impartialité qui pouvaient être requises. Donc depuis cette loi de 2019, c'est entré en vigueur en septembre 2020. Dans le cadre de la procédure amiable, le FGTI missionne un expert judiciaire pour procéder à une expertise amiable. Voilà. Mais donc c'est un expert judiciaire inscrit donc sur les listes d'experts judiciaires des cours d'appel, étant précisé que en lien avec l'École nationale de la magistrature, il y a un module de formation spécifique pour l'expertise des victimes d'actes de terrorisme qui a lieu à peu près une fois par an et qui se déroule sur plusieurs jours avec intervention de plusieurs acteurs, notamment les magistrats de la juridiction de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, le fonds de garantie, des associations de victimes, et puis il y a vraiment des cas pratiques et des mises en situation sur comment se déroule l'expertise d'une victime d'actes de terrorisme, parce qu'il y a quand même un psychotrauma assez spécifique et qui doit être pris en compte et intégré dans le cadre de cette expertise. Indépendamment du fait que c'est donc un expert judiciaire qui doit intervenir pour cette expertise amiable, le texte a aussi, on va dire, renforcé le caractère contradictoire de cette expertise, puisque donc l'expert judiciaire est tenu d'établir un pré-rapport qui doit communiquer aux parties dans un délai de 30 jours à compter de l'expertise. Il doit évidemment répondre aux observations des parties. Là aussi, il a un délai les parties ont un délai de 30 jours pour faire leurs observations. Et ensuite, un délai de 20 jours pour rendre le rapport définitif. Ce qui fait donc en principe un délai de 80 jours entre le moment où la victime a été vue par l'expert et le moment où celui-ci rend son rapport. Alors on a des experts un peu chargés qui ont du mal à respecter le délai de 80 jours. Avant, on avait un système moins contradictoire avec un délai de 20 jours qui n'était jamais respecté. Aujourd'hui, le délai de 80 jours, c'est notamment le travail du docteur Miras, qui est responsable du réseau pour le fonds de garantie, c'est de relancer ses confrères experts judiciaires en disant là, il faudrait quand même rendre le rapport. Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux un bon rapport bien rédigé au bout de 90 jours, mais parfois... quand le rapport tarde, il y a un petit sujet quand même de crédibilité aussi du contenu du rapport. Donc on est obligé, oui, de rappeler à l'ordre les médecins et puis ceux qui sont vraiment trop en retard ou pas diligents. Ben, en général, on ne fait plus trop appel à eux, quoi. Voilà. Je vais avancer. Quand l'état de la victime est stabilisé, consolidé, ça je l'ai expliqué, le fonds de garantie est tenu de présenter une offre d'indemnisation dans un délai de 3 mois. Le texte dit dans les 3 mois à compter du jour où il a la justification des préjudices. Alors la justification des préjudices, ça repose beaucoup sur l'expertise médicale, évidemment.
Mais il y a quand même certaines preuves qui doivent être rapportées par la victime elle-même. Par exemple, si on est sur des pertes de gains, le médecin va pouvoir donner un avis sur l'imputabilité de la perte d'emploi, par exemple, à l'attentat, mais en revanche, sur combien la victime perd financièrement, ça, c'est la victime qui doit produire ses bulletins de salaire, ses avis d'imposition. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour, on va dire, faciliter l'accès à l'indemnisation, mais il y a quand même des éléments qui restent à la charge de la victime qui doit les fournir. Donc, la loi prévoit que c'est une indemnisation intégrale, alors uniquement des atteintes à la personne, mais c'est ce que je dis, dans les atteintes à la personne, il y a notamment les pertes de gains. Donc, selon la nomenclature que j'ai rapidement évoquée, donc une offre qui doit détailler les postes de préjudice, et en face de chaque poste de préjudice, bien, il y a un montant qui doit apparaître. Et le conseil d'administration a décidé, depuis plusieurs années aussi, de majorer l'indemnisation allouée aux victimes de terrorisme par un préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme, qui a un montant forfaitaire, qui est de 30 000 € pour les victimes directes et qui est modulé pour les endeuillés selon le lien de parenté avec la victime indirecte. Vous trouverez tout ça d'ailleurs sur le site internet du Fonds de garantie. Il y a un guide de l'indemnisation qui est détaillé. Donc, peut y avoir des discussions, on va dire, amiables pour aboutir à un procès-verbal de transaction, auquel cas la victime a encore un délai de dénonciation de 15 jours, c'est-à-dire qu'après avoir signé son procès-verbal de transaction, elle a un délai de 15 jours pour se raviser, et à l'expiration de ce délai, le fonds de garantie paye dans le délai d'1 mois. Le conseil d'administration a aussi décidé qu'il fallait, au moment où on émet une offre d'indemnisation à destination d'une victime, lui verser 80% du montant de l'offre, alors sous déduction évidemment des provisions déjà reçues. L'idée est de faire en sorte que la victime ne soit pas pressée par un besoin d'argent, d'accepter une transaction qui, finalement, peut-être ne lui conviendrait pas. A contrario, on constate que c'est quand même aussi un facteur d'allongement, on va dire, des procédures d'indemnisation, puisque les victimes, elles ont reçu 80% de l'offre, et puis parfois, on n'a pas de réponse. On ne sait pas si c'est oui, si c'est non, pourquoi. Voilà, donc on a parfois quand même une petite difficulté à clore ces procédures d'indemnisation, sachant qu'on n'a pas de levier juridique, en tout cas, on ne peut pas contraindre la victime à saisir le juge, par exemple. On ne peut pas évidemment la contraindre à signer un procès-verbal de transaction, mais il y a des cas, voilà, où on est un peu en situation d'attente, et voilà, donc c'est un peu un facteur, en tout cas, d'allongement des procédures d'indemnisation. Donc, je l'ai dit, en cas d'absence d'accord, la victime peut assigner le FGTI devant aujourd'hui le tribunal judiciaire de Paris. Il y a la juridiction de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme qui a une compétence nationale et exclusive, et qui est saisie dans certains cas. Et qui est saisi aussi, alors c'est un peu compliqué, mais je ne sais pas si M. Gagnon-Dumoulin l'évoquera, qui est aussi saisi en renvoi des arrêts de cour d'assises, puisque depuis la création de la JIVAT, la cour d'assises n'a plus compétence pour statuer sur l'indemnisation des victimes. Ce que je peux vous dire encore, c'est que, dans les aspects, on va dire, négatifs, la survenance des attentats de masse a mis en évidence un certain nombre de difficultés, mais il y a eu aussi l'occasion pour le fonds de garantie d'évoluer et de progresser, puisque une concertation nationale avec les victimes de terrorisme a été mise en place depuis plusieurs années sous l'égide de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, qui a abouti notamment à la rénovation de beaucoup de supports de communication du fonds de garantie à destination des victimes, puisque
voilà, je vous l'ai expliqué, il y a une nomenclature, mais tout le monde n'est pas juriste. Les victimes découvrent un univers évidemment complètement insoupçonné d'elles, de ce qu'est la réparation du dommage corporel avec ses quantifications. Ça peut être assez violent. Alors, il y avait déjà de la documentation, hein, il y avait déjà un effort, on va dire, de pédagogie et de transparence, mais dans le cadre d'ateliers de travail avec des victimes elles-mêmes, on a procédé à une rénovation d'un certain nombre de supports. Il y a même des capsules vidéo qui ont été conçues. Alors là, j'ai juste des petits exemples, mais on a travaillé en priorité sur l'expertise médicale. Comment se déroule une expertise médicale pour les victimes du terrorisme? Parce que ça, c'est une phase qui est souvent redoutée par les victimes, pas toujours bien vécue, notamment en matière psychiatrique, puisque forcément, l'expert va aller dans un questionnement quand même assez fin, on va dire, de ce qu'a ressenti la victime et de comment elle est aujourd'hui. Donc ça, c'est pas toujours neutre. Donc l'idée, c'est de préparer le plus possible les victimes, ou qu'elles puissent en tout cas elles-mêmes se rendre compte de comment ça va se passer et pourquoi. On a eu aussi des débats juridiques sur la question de savoir si les non-médecins pouvaient rester présents ou pas à l'examen clinique. Enfin voilà, on voit que il y a des questions juridiques qui ne s'étaient pas posées depuis 40 ans, puisqu'on va arriver aux 40 ans de la loi de 1986 et qui sont survenues parce qu'il y avait plus de victimes, potentiellement quelques contentieux et quelques sujets. Et puis on a aussi fait une fiche pratique sur comprendre l'indemnisation. Voilà, donc un travail de pédagogie, d'aller encore plus vers les victimes, et aussi un développement des services en nature. C'est-à-dire que plutôt que d'indemniser, on arrive parfois à compenser certaines choses. Alors le plus simple, ça va être de payer le taxi pour aller à l'expertise. Ça, c'est pas énorme, mais ça va être parfois d'offrir un soutien scolaire quand c'est un enfant qui est victime. Et de toute façon, on aurait dû indemniser quelque chose à ce titre. On va essayer de trouver des solutions concrètes, et les victimes sont en attente de ça. On tente aussi le coaching pour le retour à l'emploi, ce qui est un vrai sujet, parce que c'est un sujet de réinsertion, ou de maintien en tout cas dans la vie sociale. Hein. Là-dessus, il y avait de fortes attentes. Alors, bon, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, voilà ce que le Fonds de garantie essaie de développer aussi pour les victimes. Je crois que j'ai fini mon temps. Mais je suis désolée, du coup, il n'y a pas eu de questions. Si vous permettez, merci pour votre exposé très clair. Ah, merci. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a sans doute assez peu de questions. Mais donc, au niveau européen, Oui. si je comprends bien, on est bien traité si on est une victime en France. Mais quelle est votre expérience d'autres pays européens? Est-ce que vous travaillez en coordination avec des forums similaires aux vôtres dans d'autres pays? Alors, on aimerait bien, mais c'est compliqué, puisque précisément, on n'a pas vraiment d'homologue. Il n'y a pas d'autres fonds, à ma connaissance. Il y a le ministère de l'Intérieur, je crois, en Espagne pour les victimes de terrorisme. Dans d'autres pays, c'est le ministère de la Justice, mais on n'a pas d'homologue réel. D'ailleurs, je ne veux pas avoir l'air de me vanter, mais c'est vrai que le modèle français, mais moi j'y suis pour rien, le modèle français est quand même très observé et pour ne pas dire envié. Il y avait eu des travaux en 2019, notamment de Joël Milquet pour la Commission européenne, qui présentait le modèle français, en tout cas comme le modèle le plus satisfaisant, en tout cas le plus donnant le plus de sécurité, en tout cas en termes d'indemnisation. Sécurité qui existe aussi pour les victimes d'infractions de droit commun aussi, où il y a de la réparation intégrale. Il y a un avocat à Paris qui a fait de sa spécialité
l'indemnisation des Français victimes à l'étranger. Il a une petite brochure, il dit Français victimes à l'étranger, votre meilleure assurance, c'est votre nationalité. Mais ouais, des victimes étrangères en France se tournent vers le fonds français. Après, on a deux sujets. On a être sûr que toutes les personnes qui ont un droit à indemnisation pourront être indemnisées. Et puis éviter aussi ce qui pourrait être un cumul d'indemnisation par un dispositif à l'étranger et par le fonds français. Donc normalement, on doit déduire ce qui est reçu ailleurs. Mais là-dessus, il y a aussi une jurisprudence très stricte de la Cour de cassation. Il faut démontrer le caractère indemnitaire des sommes qu'on veut déduire. Et comme on a des systèmes... Parce qu'en fait, la difficulté vient aussi du fait que la façon dont on répare le dommage corporel dans tous les pays n'est pas la même. Donc il y a deux facteurs de difficulté. En cas d'intervention d'une assurance privée, vous la déduisez également? Oui, si c'est indemnitaire. Ça va pas être facile. Ben, il ne faut pas que ce soit forfaitaire, en fait. Oui, la réparation intégrale, c'est tout le préjudice, rien que le préjudice, et pas plus que le préjudice. Donc, oui, en France, il y a notamment des assurances garanties accident de la vie. Si la victime a déjà reçu des sommes, on doit les déduire. Et encore faut-il qu'on le sache. C'est bon ? Je trouvais très intéressant ce que vous avez expliqué sur la prise en charge en nature oui. des victimes. Alors comment vous procédez? Il y a eu un service dédié. Je vais recommencer. Ma question, c'était sur les prestations en nature que le fonds décide d'offrir. Oui. Enfin, qui s'inscrivent dans l'indemnisation. Hein, comment c'est organisé? Vous avez un service qui est dédié pour non, on a un prestataire. Vous sous-traitez un prestataire. On passe à un prestataire sélectionné, oui. Sélectionné, alors aussi bien pour l'assistance scolaire ou ce que vous expliquez. Alors sur les coachs retour à l'emploi, c'est des prestataires spécifiques. Voilà, il y a plusieurs modes d'action, mais pour tout ce qui est concret, trouver un taxi ou autre. Le soutien scolaire, ça peut être éventuellement une victime elle-même qui va arriver avec une proposition, et puis à ce moment-là, on va régler directement plutôt. Et après, évidemment, c'est inscrit dans l'offre d'indemnisation. Ça s'inscrit dans l'indemnisation, mais c'est pas payé deux fois, quoi. C'est proposé à toutes les victimes ou celles qui seraient... On essaie de détecter le plus possible, notamment au stade des échanges avec les victimes, lesquelles seraient susceptibles d'avoir un besoin qui pourrait être compensé de la sorte. C'est pas une offre de catalogue systématique, puisque pour l'instant, on était quand même un peu sur de l'expérimentation. En revanche, ce qui va être proposé systématiquement, c'est le taxi pour aller à l'expertise ou ce genre de facilitation, le traducteur aussi, si besoin, ce genre de choses. Sur le retour à l'emploi, il faut aussi que la victime adhère, évidemment. On a mis au point une charte où elle peut à tout moment dire « j'arrête ». Enfin voilà, tout ça est entouré de garanties, puisque de toute façon, il y a un principe de non-mitigation. Hein. On ne peut pas obliger les victimes à faire en sorte de diminuer leur préjudice. Donc il faut qu'il y ait vraiment une demande, une envie de la victime. De toute façon, si elle n'adhère pas, ça ne marche pas. Donc voilà. Je vous en prie. Merci de votre attention, en tout cas.